Bonjour. Alors, donc, au cours de cette présentation, je vais essayer donc de présenter les mathématiques comme un langage transversal, donc dans la continuité de ce que disait Monsieur le recteur, pour affirmer donc la façon dont les mathématiques peuvent s'appliquer dans de très nombreuses disciplines. Et donc, les mathématiques vont fournir ce que j'ai appelé un langage, c'est-à-dire une façon de faire des calculs, d'avoir des équations. On verra qu'en pratique, c'est souvent une grande simplification de la réalité, mais ça permet quand même de dire des choses dans des situations très très variées. Alors, donc, le problème auquel je vais consacrer cette présentation s'appelle le modèle AZEP. On verra au cours de la présentation en quoi consiste ce modèle. Mais dans une première partie, je vais donc affirmer de façon assez générale ce que les mathématiques permettent de faire et quelles sont les différentes... et je vais donner un certain nombre de mises en garde par rapport à ce dont il faut se méfier dans certains cas avec les mathématiques. Alors, je vais commencer par des arguments de géométrie. Donc je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec le calcul de la surface d'un certain nombre de figures géométriques. Donc par exemple, quand on prend la surface d'un rectangle, je crois que vous savez tous que la surface correspondante, c'est la hauteur fois la largeur. Et je crois que vous savez tous aussi que pour un triangle rectangle à la place d'un rectangle, eh bien, il faut juste diviser par 2. Alors, une fois qu'on connaît ces affirmations-là, on peut calculer la surface de plein de figures géométriques différentes en les découpant en morceaux. Et par exemple, si je prends le grand carré qui est représenté là, si j'essaie de calculer la surface de ce grand carré. Alors, le côté de ce carré, c'est A plus B. Donc, la surface de mon carré, c'est A plus B au carré. Alors, ceci dit, on peut aussi essayer de découper le carré en 5 morceaux. Et si on découpe le carré en 5 morceaux, le morceau central a une surface qui vaut C carré, où C désigne l'hypoténuse du triangle rectangle ABC. Et chacun des morceaux en couleur sur le côté a une surface A fois B divisée par 2. Donc en tout, mon grand carré a une surface C carré plus 4 fois AB sur 2. Alors maintenant, si on compare les deux nombres à droite et à gauche du signe égal, eh bien on peut en déduire que C carré est égal à A carré plus A plus B le tout au carré moins 4AB sur 2. Et quand on développe cette expression, vous savez développer A plus B au carré, eh bien on obtient exactement C carré égale A carré plus B carré. Et donc le raisonnement que je viens de vous faire, c'est une des démonstrations du célèbre théorème de Pythagore. Je pense que vous connaissez tous le théorème de Pythagore. Mais là, on a pu se rendre compte que juste en calculant la surface d'une certaine figure géométrique et en regardant comment la découper en morceaux, on a pu obtenir une démonstration de ce théorème qui énonce donc que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est la somme des carrés des différents côtés. Donc les mathématiques, ça va être une façon ainsi de procéder pour différents calculs qui pourront servir in fine dans la vie courante. Alors à partir de ce genre d'idée de découper une figure géométrique en morceaux, eh bien, il existe par exemple un certain nombre de casse-têtes qu'on peut donner aux enfants. Par exemple, quand j'étais petit, j'avais le casse-tête qui est sur ce transparent. On a 4 figures géométriques différentes à gauche, et puis il y a un carré qui est vide. Et puis chacune des figures géométriques est découpée en petits morceaux, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il est possible de prendre les pièces de la figure géométrique, les mettre dans le carré. Et le fait de réussir à faire ça, ça nous affirme que chacune de ces figures, donc par exemple là sur le transparent c'est fait pour l'octogone, ça nous affirme que l'octogone qui est ici a la même surface que le carré. Et les mathématiques nous affirment que si on réussit à faire ce genre de choses, ça veut dire que si on réussit à le faire pour chacune des figures à gauche, ça veut dire que chacune de ces figures a la même surface que le carré qui se trouve à droite. Sinon, on ne pourrait pas réussir à faire ce découpage. Et par contre, les mathématiques ne nous permettent pas de dire de façon immédiate si on peut prendre les pièces d'une des figures et les mettre dans l'autre. Par exemple, prendre les différentes pièces du pentagone et les mettre dans l'octogone. En l'occurrence, pour ce casse-tête-là, c'est pas possible, mais c'est pas évident de savoir. Il faut faire des essais pour s'en rendre compte. Voilà, donc les mathématiques, ça nous permet de dire dans certains cas qu'il y a certaines choses qui sont impossibles à faire. Et si la surface est la même, il faut, dans le cas présent, essayer à la main et se rendre compte qu'il est possible de déplacer les pièces d'une figure vers une autre. Alors, quitte à mettre encore en avant mon expérience personnelle quand j'étais enfant, alors quand j'étais enfant, en plus du casse-tête qui est là, j'avais une autre version beaucoup plus paradoxale et qui va probablement vous étonner plus.
Alors, ça correspond, on a un grand carré ici, qui est découpé en plusieurs petites pièces bleues. Alors, la photo n'est pas extraordinaire, je m'en excuse, je suis désolé, mais on peut voir voilà, qu'il y a 8 pièces bleues, et donc on peut déduire que la surface du grand carré bleu, c'est la somme des surfaces des 8 pièces bleues. Alors dans ce casse-tête, ce qui était amusant, c'est qu'on pouvait s'amuser à déplacer les pièces, et puis en les déplaçant, on en fait rentrer une de plus, dans la même surface. Et là, ça devient choquant, parce que ça veut dire qu'en fait, la somme de mon carré, la surface de mon carré, au lieu d'être la somme des surfaces des 8 pièces bleues, c'est la somme des surfaces des 8 pièces bleues plus le carré rouge. Et là, d'un point de vue mathématique, on ne comprend pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le principe de ce genre de casse-tête, c'est qu'en fait, si on regarde très attentivement, il y a des interstices entre les différentes pièces. Dans la vraie vie, des surfaces géométriques, déjà des traits droits, c'est très rare dans la vraie vie, mais alors les coller exactement l'un à côté de l'autre, ça ne va pas arriver. Et donc, dans ce genre de casse-tête, à chaque fois, il y aura toujours des interstices entre les différentes pièces. Et selon la façon dont on arrange les pièces, la taille des interstices ne sera pas la même. Et en fait, quand on veut calculer la surface totale, il faudrait aussi compter la surface des interstices et prendre en compte que la surface des interstices a changé d'une configuration à l'autre. Et donc, mon message, c'est de dire que les mathématiques, ça permet de calculer plein de choses, ça permet de calculer des surfaces, mais qu'il faut faire très attention dans la vraie vie. Quand on découpe une surface en morceaux, en général, on va avoir des interstices, et du coup, le calcul mathématique, il permet de simplifier la réalité pour faire des calculs, mais parfois, la simplification va pouvoir nous induire en erreur. Voilà, donc ça c'est une première petite introduction où on parle de questions géométriques et où on voit que voilà, les mathématiques ça permet de calculer par exemple des surfaces, mais que la réalité est un peu plus complexe. Alors maintenant, un autre exemple de situation où on fait appel aux mathématiques pour simplifier une réalité, j'aurais envie de parler un petit peu de probabilité. Alors les probabilités, en général, ça décrit des problèmes très compliqués, comme quand on lance une pièce à pile ou face, calculer sa trajectoire, ça serait très compliqué. Alors moi, je vais montrer un exemple très simple où on est obligé de faire appel aux probabilités. Alors, un exemple simple où on imagine qu'on a un certain signal lumineux qui se déplace le long d'un cercle en fibre optique. Alors, du coup, il va se déplacer à une vitesse très élevée, 250 000 km par seconde. La lumière, ça va très très vite, même dans de la fibre optique. Et on se pose la question, étant donné que le cercle a un certain diamètre, on attend 10 secondes et on se demande, au bout de 10 secondes, notre signal lumineux, où est-ce qu'il est sur le cercle? Est-ce qu'il est plus près du point E ou du point F? Alors ça, c'est des problèmes de mathématiques que vous avez appris à traiter, je pense, depuis un certain temps. Vous savez que la distance parcourue par le signal, ça va être V fois T. Et si on veut calculer le nombre de tours qu'a fait notre signal, il va falloir prendre V fois T et le diviser par pi fois D. Pi fois D, c'est tout simplement la circonférence du cercle. Et donc si je prends V fois T et que je divise par pi fois D, je vais avoir le nombre de tours qu'on a fait, et ça fait 795 774 715 tours, 459. Il suffit de prendre une calculette pour demander, la vitesse elle est donnée là, je multiplie par le temps, enfin, la calculette saurait donner ce résultat parce qu'elle connaît la valeur de pi. Alors, on peut dire que la lumière a fait ce nombre-là de tours. Alors, le nombre qui est avant la virgule, ça nous importe peu pour savoir où est notre signal, puisque quand il fait un tour entier, il revient au point de départ. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'il a fait 795 millions et quelques tours, après, il lui restait 0,45 tours. Ça fait un peu moins que la moitié d'un tour. Ça veut dire que quand on est parti de E, on a fait plein de tours, puis on fait un peu moins qu'un demi-tour, donc on va arriver par là. Et donc, on arrive par là au bout des 10 secondes. Et donc, on peut affirmer que notre signal, il est plus proche du point F que du point E au bout de 10 secondes. Bon, donc ça, c'est un calcul mathématique qui n'est pas compliqué à faire, qui demande juste d'avoir une calculette qui connaît la valeur de pi. Alors, le problème de la validité de ce calcul, c'est qu'il faut connaître très 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 précisément le diamètre du cercle, la vitesse de notre signal et le temps pendant lequel on fait avancer notre signal. Alors, par exemple, si on changeait un tout petit peu le diamètre de notre cercle, et que notre cercle, au lieu d'avoir un diamètre de 1 mètre, il avait un diamètre de 1 mètre plus 1 centième de millimètre, enfin plus vraiment pas grand-chose, on a mal mesuré le diamètre du cercle, et on s'est trompé un tout petit peu au 5e chiffre après la virgule, tout d'un coup, quand on refait le même calcul, au lieu d'avoir le nombre qui est là, on obtient ce nombre-ci, et la position du signal au bout de 10 secondes, c'est plus du tout au même endroit, et cette fois-ci, il est plus proche du point E que du point F. Donc la question qui est de demander au bout d'un certain temps, est-ce que notre signal est plus près de l'émetteur E ou du point opposé F? Pour répondre précisément à cette question, il faudrait connaître le diamètre de façon très très précise. Et ça, en pratique, c'est très difficile.
Alors, pour donner un peu plus d'exemples, si on prend différentes valeurs du diamètre, et puis qu'on regarde à la fois où est le signal au bout de 10 secondes ou au bout de 20 secondes, et qu'on demande est-ce qu'il est plus proche du point E ou du point F, eh bien, on va avoir des résultats assez différents selon quel diamètre on a exactement. Et on voit qu'il suffit vraiment d'un chiffre très très loin après la virgule pour que ça modifie nos résultats. Donc nos résultats, ils vont vraiment dépendre de façon cruciale du fait qu'on soit très très sûr de quel est le diamètre de notre cercle, quelle est la vitesse de notre signal, etc. Alors on peut noter plusieurs choses. On peut noter donc d'une part que si on change le diamètre, ça change notre résultat. Et d'autre part que si on sait où était le signal au bout de 10 secondes, ça ne nous permet pas de prédire au bout de 20 secondes s'il va être plus proche de E ou de F. Par exemple, on voit dans la première ligne, au bout de 10 secondes, il était plus près de E, mais au bout de 20 secondes, il est plus près de F. Et la dernière ligne, c'est l'inverse. Alors, en pratique, quand on se retrouve confronté à ce genre de situation, on va dire, oui, bah, moi, avec ma règle, je ne réussis pas à mesurer précisément si le diamètre, c'est 1 mètre ou 1 mètre, 0,00001. Je ne sais pas dire. Alors, du coup, je vais introduire des probabilités. Je vais dire qu'il y a une chance sur deux que mon signal soit plus proche du point E que du point F, parce que c'est trop compliqué de faire un calcul plus précis. Et puis ce que je vais dire aussi, c'est que si je connais le résultat à un instant, par exemple au bout de 10 secondes, bah, au bout de 20 secondes, il va encore y avoir une chance sur deux, et peu importe quel était le résultat au bout de 10 secondes, il y aura toujours une chance sur deux au bout de 20 secondes. De la même façon que quand on lance des pièces à pile ou face, si vous lancez 2 fois de suite une pièce, si la première pièce a fait pile, ça ne vous permet pas de savoir si la deuxième pièce va faire pile ou face. Il y aura toujours une chance sur deux pour la deuxième pièce. Et donc, cette idée de probabilité, c'est une simplification du problème, parce qu'on n'a pas accès à certaines informations, comme mesurer précisément le diamètre, mais cette simplification permet de faire des calculs. Donc elle permet de calculer, lorsqu'on regarde à 2 instants différents quelle est la position du signal, de regarder la probabilité d'avoir 2 fois plus près de E ou 2 fois plus près de F, ou les différents résultats possibles, et on va trouver des probabilités de 1/4 à chaque fois. Donc les mathématiques, ça va permettre de dire, bon, il me manque des informations, eh ben, il me manque des informations, alors je fais appel aux probabilités, mais comme ça, je vais quand même pouvoir faire des calculs et je vais quand même pouvoir dire des choses. Alors, le problème sur l'exemple que j'ai mis, c'est que j'ai dit que si on prend 2 instants différents, le résultat à un instant et le résultat à l'autre instant, ils ne vont rien avoir de commun. Et cette affirmation-là, elle n'est pas tout à fait vraie. Parce qu'on se doute bien que si on regarde au bout de 10 secondes si notre signal est plus proche de E ou de F, et puis qu'ensuite on regarde encore au bout de 10,00000, enfin plein de zéros, et puis un 1 à la fin seconde, bah, là, vraiment, entre ces 2 instants-là, il ne se sera pas passé grand-chose. J'ai mis suffisamment de zéros pour que le signal n'ait pas le temps d'avancer entre ces 2 temps-là. Et du coup, pour ces 2 exemples-là, bah, s'il était plus proche de E au bout de 10 secondes, il est extrêmement probable qu'il soit encore plus proche de E au bout de 10, quelque chose secondes. Donc, les simplifications qu'on fait quand on fait des maths, bah, des fois, il va falloir se demander est-ce que c'est valable ou pas. De la même façon que quand on tire à pile ou face, on pourrait se demander, une fois qu'une pièce est tombée sur pile, est-ce qu'elle aura été déformée en tombant sur la table? Est-ce que la façon dont elle a été déformée va changer les chances, lorsque je la relance, qu'elle tombe plutôt sur pile ou sur face? Alors, bon, pour une pièce à pile ou face, en général, on ignore ce genre de déformation, mais si on voulait vraiment faire les choses très sérieusement, bah, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai qu'une pièce qui vient de faire pile a autant de chances de faire pile que face. Peut-être qu'elle a été un peu déformée, par exemple. Donc, pour résumer un peu ce que j'ai dit sur les probabilités, c'est ce qu'on utilise quand on a un problème trop compliqué ou qu'on n'a pas assez d'informations. Et dans ce cas-là, les probabilités, ça simplifie le problème et ça permet de faire des calculs. Et donc j'ai donné comme exemple, bah, pile ou face, c'est un exemple typique qu'on a tous en tête, mais voilà, il y a aussi l'exemple de ce signal lumineux qui se balade le long d'un cercle. Et alors, les probabilités permettent de faire des calculs, et après, si on veut savoir si ces calculs sont valides, c'est pas toujours évident. Une des façons de faire, par exemple pour pile ou face, ça serait de lancer plein de fois une pièce, et d'analyser le résultat, quand on l'a lancé plein de fois. Si je l'ai lancé 1000 fois, est-ce que j'ai trouvé 532 fois pile et le complémentaire 2 fois face? Et dans ce cas-là, on fait appel aux statistiques. On va analyser un résultat après en utilisant des statistiques pour conclure si oui ou non il y a certaines lois qui dictent le résultat. Alors concernant les statistiques, j'aurais juste voulu une petite mise en garde, sachant que par exemple tout le monde sait que dans le débat public il est fréquent d'avoir des arguments basés sur des statistiques, et je voudrais juste vous dire que parfois un argument basé sur une statistique peut être très trompeur. Donc cet exemple-là, il est dû à Bobby Anderson. Il a fondé le pastafarisme, c'est une parodie de religion, et en fait, il voulait se moquer de la façon dont certaines personnes utilisent la religion pour vouloir enseigner le créationnisme à l'école.
Alors, lui qui voulait se moquer de ça, il a créé un graphique où on montre la température mondiale moyenne en fonction du nombre de pirates sur Terre. Et il s'est rendu compte qu'avec les années, il y avait de moins en moins de pirates sur Terre, et que de la même façon, la température mondiale augmente. Et donc il considère qu'il y a une divinité qui punit les méchants humains qui ne s'habillent pas en pirates, et il les punit en augmentant la température mondiale. Donc évidemment, cet argument est loufoque, et c'est un argument volontairement loufoque. Et ce que ça met en évidence, c'est la différence entre la notion de corrélation et la notion de causalité. De manière générale, les statistiques, ça va vous dire, oui, il y a deux choses qui ont eu lieu en même temps. Oui, en même temps, il y a eu moins de pirates, et en même temps, il y a eu plus de réchauffement climatique. Mais les statistiques, ça ne va pas vous dire qu'il y en a un qui est la conséquence de l'autre. Et dans le cas présent, je crois que pas grand monde dans la salle essaierait de m'affirmer que le réchauffement climatique est la conséquence du fait qu'on ne s'habille plus en pirate. Voilà, donc, après cette introduction générale sur les mathématiques pour présenter le fait que c'est une simplification de la réalité et qu'il faut quand même garder un certain nombre de précautions quand on utilise les mathématiques, j'aurais voulu parler donc du cœur de ma présentation, un certain modèle qui s'appelle le modèle ASEP et qui permet de décrire le transport de certaines situations de transport. Alors, pour présenter très brièvement ce modèle, c'est un modèle où on a un certain nombre de boîtes. Je crois que là, il y en a 16, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas bonne mémoire. Et chacune des cases est soit vide, soit remplie par une boule. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va procéder par étapes. À chaque étape, on déplace une boule. Donc à la deuxième étape, j'ai toujours autant de cases, et puis il y a juste une des boules qui a changé de case. Et pour que la boule change de case, il est nécessaire qu'il y ait une case vide à sa droite. Et puis on répète le procédé, à l'étape suivante, il y a une autre boule qui a changé de case, on a choisi au hasard quelle boule s'était déplacée, complètement au hasard. Et puis de temps en temps, il va y avoir des boules qui entrent par la gauche. Donc ça reviendrait à imaginer qu'il y avait une boule tout à gauche du dessin, et puis qu'elle s'est déplacée d'une case. Et pour que ça apparaisse, il faut qu'il y ait une case qui soit vide avant. Et puis de la même façon, de temps en temps, il y a des boules qui sortent complètement à droite. Donc le modèle ASEP, processus simple d'exclusion asymétrique, mais écrit en anglais, c'est un modèle où on a des boules qui se déplacent d'une case à l'autre. Mathématiquement, c'est très simple, ça permet de faire des calculs, et puis bon, on peut espérer que ça décrive certaines réalités. Alors juste pour décrire un peu plus précisément comment est défini ce modèle, donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque étape, on choisit une case au hasard, ou bien éventuellement la case imaginaire tout à gauche, ça voudrait dire si on veut qu'il y ait une boule qui apparaisse tout à gauche, et on donne la même probabilité pour chacune des cases. Et si la case qu'on a choisie est pleine et que la place suivante est vide, on déplace une boule. Au bout de n étapes, donc à chaque fois que chaque boule a été choisie en moyenne une fois, on décrète qu'il y a une minute qui s'est écoulée. Et puis, il y a quand même des informations qu'il faut donner. C'est pour la case tout à gauche et la case tout à droite, à l'extérieur de mon dessin, qui correspondent à faire rentrer ou sortir des boules dans notre dessin. Il faut préciser quelles sont les probabilités que ces cases soient pleines ou vides, puisque quand on connaît la position de nos boules, on ne sait pas ce qui se passe en dehors du dessin. Donc il faut rajouter ça comme argument supplémentaire. Alors, ce modèle-là, il va pouvoir s'utiliser dans plein de contextes différents en mathématiques. Alors, par exemple, c'est un modèle mathématique qui va s'utiliser dans plein de contextes différents de la vie concrète. Alors, l'exemple le plus simple auquel on peut penser, et ça correspond complètement à la thématique de la semaine des maths de cette année, c'est les questions de transport routier. Donc, on imagine qu'on a deux villes, une ville A, une ville B, et on a des voitures qui veulent se rendre d'une ville à l'autre. Alors, on pourrait même imaginer que c'est des camions, comme ça, ils n'ont pas le droit de se doubler. Et c'est simplificateur d'imaginer qu'il y a des cases et que les voitures avancent de case en case, évidemment que c'est simplificateur, mais il y a un phénomène qui est important, c'est que dès qu'on a des voitures devant soi, on est obligé d'attendre que les voitures qui sont devant soi aient avancé avant de pouvoir soi-même avancer. Donc notre modèle, il va permettre de décrire le fait que souvent, sur une autoroute, il y a des bouchons. Et il va permettre de faire certains calculs concernant ces bouchons. Alors, dans ce cas-là, la probabilité d'avoir une boule tout à gauche, ça décrirait le nombre de voitures qui ont envie de quitter la ville A pour aller à la ville B. Et l'autre probabilité P1, ça décrit le nombre d'embouteillages dans la ville B. Et puis, selon les valeurs de ces deux nombres-là, eh bien, il va y avoir des bouchons ou pas. Et on peut faire des calculs pour prédire est-ce qu'il va y avoir des bouchons, pour dire les choses simplement. Alors, la thématique de cette semaine pour la semaine des maths, c'est donc le transport. Et cette thématique, elle est super parce qu'elle s'applique à plein de domaines très différents. Et donc, de la même façon, notre modèle que j'ai décrit avec des boules, il va aussi s'appliquer à plein de problèmes très différents. Donc, on peut aussi bien imaginer une route qui va d'une ville à une autre, que par exemple un vaisseau sanguin, où on a des globules rouges, par exemple, qui veulent se déplacer dans notre vaisseau sanguin, et puis il pourrait aussi y avoir des embouteillages là-dedans.
On pourrait aussi imaginer des données informatiques qui se déplacent d'ordinateur en ordinateur. Et quand un ordinateur est occupé à envoyer un fichier à l'ordinateur suivant, eh ben, il ne peut pas s'occuper d'un autre fichier qui a aussi envie de passer. Et donc il y a aussi la question il va y avoir le même genre de phénomène que dans notre modèle. Ça peut aussi décrire le transfert de gaz entre des récipients de pression différentes. Donc ici, on aurait une pompe à vélo où il y a beaucoup de molécules très proches les unes des autres, ça veut dire que la pression est élevée. Et on essaie de gonfler un ballon de foot où la pression est plus faible, on voit que les molécules sont plus loin les unes des autres. Et dans ce cas-là, eh ben, les molécules vont aller de la pompe à vélo au ballon de foot. Et on peut décrire ça avec le modèle que je viens de présenter. Alors la seule différence, c'est qu'il faudrait imaginer que le tuyau est très très bizarre parce qu'il laisse passer les molécules que dans un sens. On peut imaginer des petites trappes, mais bon. Et puis sinon, ça peut aussi s'utiliser pour du transfert de chaleur, la notion de trafic par exemple. Et si on a un objet métallique qui est chauffé à une de ses extrémités, bah, il va y avoir de la chaleur qui va être transportée d'un bout à l'autre de notre objet. Et encore une fois, le même genre de modèle pourra être utilisé. Alors, historiquement, la raison pour laquelle avait été créé ce modèle, c'était pour décrire la synthèse d'ARN dans les cellules. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de biologie, mais alors dans les cellules, il y a un truc, ça s'appelle l'ADN. Ça contient des informations, un manuel pour construire un être humain, grosso modo. Et puis les différents chapitres de ce manuel, c'est les gènes. Alors l'ADN, c'est les petites hélices qu'on voit là. Et puis il va y avoir des photocopieuses qui photocopient les différentes pages de ce manuel et qui le transforment en un objet qu'on appelle l'ARN. Donc chacun des petits points ici, ils sont en train de photocopier une page différente de notre manuel. Alors sauf que c'est de la biologie, donc ce n'est pas des pages d'un manuel, c'est des bases sur une chaîne, une grande molécule. Et ils produisent un objet qui s'appelle l'ARN, et après cet ARN, il y a d'autres objets, les ribosomes, qui vont transformer cet ARN en protéines. Les traits noirs ici, c'est les protéines, et les protéines, c'est ce qu'on fabrique quand on lit le manuel d'assemblage, qui est l'ensemble du génome d'un être humain. Et alors, si on veut décrire les petites photocopieuses ici, qui recopient le manuel page par page, eh ben, le problème, c'est que si je veux photocopier la page 32 et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà en train de photocopier la page 32, j'y arrive pas. Donc, les différentes molécules, elles sont les unes après les autres sur des pages différentes du manuel, mais si elles veulent avancer dans le manuel, il faut d'abord attendre que la page qu'elles veulent photocopier soit disponible. Donc, le modèle dont j'ai parlé, il va décrire cette situation-là, quand on copie l'ADN pour produire de l'ARN, et historiquement, c'est pour décrire ça que ce modèle avait été introduit, même si après, on peut l'utiliser pour plein de situations différentes. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah ben non, c'est tout. Ah oui, des analogies mathématiques. Alors je vais peut-être être très très rapide, mais vous verrez peut-être dans les années ultérieures que quand on veut faire des calculs en mathématiques, il y a certains objets qui apparaissent, qui s'appellent des matrices. Et alors dans le cas précis de ce modèle-là, les matrices ont des propriétés, et on retrouve des propriétés très particulières qui permettent de faire des calculs, et on peut retrouver les mêmes matrices pour des problèmes qui n'ont rien à voir, notamment en physique. Donc bon, j'ai marqué ces problèmes-là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, personnellement, il se trouve que c'est le genre de choses sur lesquelles je travaille, mais voilà, il faut savoir que, indépendamment de la question que notre modèle, on voit qu'il s'applique à plein de choses, en fait, les intermédiaires de calcul, ça va aussi être les mêmes que dans d'autres modèles qui n'ont vraiment rien à voir. Alors, maintenant, je vais montrer un peu quelques résultats de simulation informatique pour montrer pour ce modèle-là, grosso modo, dans quel cas il y a des bouchons ou pas sur notre autoroute. Ça va être essentiellement ça la question. Je ne sais pas combien... il me reste combien de temps, vous pouvez me dire? Un temps négatif? D'accord. Bon, alors je vais aller très vite. Alors ce qui se passe, quand on fait des simulations où on met la même pression dans la pompe à vélo que dans le vélo, donc si les deux probabilités sont égales, on peut faire une simulation. Donc là, l'ordinateur a calculé tout plein de choses. Et là, ce que j'ai représenté sur le graphique, c'est la proportion de cases où il y a une boule. Et avec le temps, on voit que cette proportion, elle évolue de façon aléatoire, mais elle est assez proche de la ligne en pointillé, qui est chacune des probabilités qui correspond à la pression dans la pompe à vélo et dans le ballon. Donc ça veut dire que la pression dans le tuyau, c'est la même que la pression dans la pompe à vélo et dans le ballon. C'est pas choquant comme résultat. Donc ça, c'est dans le cas simple où nos deux probabilités P0 et P1 sont égales. Et on peut faire la même simulation avec beaucoup plus de cases et on se rend compte que c'est beaucoup plus convaincant qu'effectivement on est proche de notre probabilité. Et puis on peut aussi calculer le nombre de... mais c'est pas très important. Alors ce qui se passe, c'est que si on essaie de prendre cette fois-ci deux probabilités différentes à droite et à gauche, pour nos différentes cases remplies ou pas, on se rend compte que si on prend par exemple des probabilités de 20% et 78%, notre densité va tendre à peu près vers 20%, alors que si je prends 20% et 82%, j'ai changé un tout petit peu une des deux probabilités,
bah, tout d'un coup, le comportement n'est pas du tout le même. Au lieu que le nombre de cases remplies tende vers 20%, il se rapproche plutôt de 80%. Et donc ça s'appelle une transition de phase. On va voir un petit peu concrètement ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est si on choisissait P0 plus P1 qui sont égaux à 1, donc la situation entre les deux, si j'avais pris 20% et 80%, eh ben on se rend compte quand on fait des simulations qu'il y a une grande zone avec des bouchons, où la densité est 80%, et une zone où le trafic est fluide avec 20%. Et ce que permet de calculer notre modèle, c'est dans quelle situation les bouchons vont se mettre à occuper toute la route tout entière de la ville A à la ville B, et dans quelle situation, au contraire, les bouchons vont se résorber, et puis il n'y aura plus de bouchons. Et il y a un cas, quand P0 plus P1, selon que P0 plus P1 soit plus grand ou plus petit que 1, bah soit les bouchons vont occuper toute la route, soit ils vont disparaître. Et ça peut se calculer mathématiquement. Là, je l'ai juste fait avec des simulations informatiques. Et alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails ici, mais il existe une analogie entre ce genre d'affirmation et ce qui se passe quand on regarde de l'eau. L'eau, elle a différents états différents. Elle peut être solide, liquide ou gazeuse. Et alors, vous verrez peut-être dans les années prochaines un dessin qui ressemble à ça, qui dit que à la pression atmosphérique, donc verticalement, l'échelle verticale, c'est la pression atmosphérique, c'est la ligne qui est là. On sait qu'à la pression atmosphérique, à 0 degré, on passe de glace à eau liquide. On sait que 0 degré, c'est la température où l'eau devient de la glace. On sait qu'à 100 degrés, la température passe d'un liquide à un gaz. Eh bien, on peut faire des analogies entre les deux situations que j'ai montrées avant et la notion de liquide et de gaz. Et en particulier, la situation ici où on a à la fois des bouchons et pas de bouchons, bah, ça serait l'analogue de pour de l'eau quand on est à 0 degré. À 0 degré, on peut avoir à la fois de l'eau solide et de l'eau liquide qui se met dans le même verre à 0 degré, on a de l'eau solide et de l'eau liquide. Alors que par contre, à 3 degrés, on ne peut pas avoir à la fois de l'eau liquide et de l'eau solide dans le même verre. Et donc, les affirmations que j'ai dites sur les bouchons et sur l'absence de bouchons, eh ben, ça se résume par un dessin qui est à peu près le même que ce qu'on peut affirmer sur l'eau solide, liquide et gazeuse. C'est le même genre de propriété. Donc, du point de vue des physiciens, ça peut être assez intéressant d'étudier ce genre de modèle. Voilà. Désolé d'avoir un peu débordé sur le temps et merci pour votre attention.